Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Popote et Popote. Aujourd'hui c'est mon premier tournage après la naissance de mon fils, enfin le premier tournage hors de chez moi où je vais tester un café et comme mon fils est allaité et que j'ai pas trop envie de partir trop longtemps, j'ai du coup moi-même choisi le café puisqu'on va faire un petit tea time, un petit goûter, et donc j'ai pris un café qui est à 5 minutes de chez moi, comme ça s'il y a le moindre souci je peux rentrer très vite. Et donc je vais rencontrer Emeline. Moi c'est Caroline Appétit sur les réseaux et je teste des restaurants ou des cafés parisiens en compagnie d'invités qui me font de leur rapport à l'alimentation. J'ai aussi des invités qui me rejoignent en visio pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur Paris. Et donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre également sur Instagram. Vous pouvez me contacter si vous souhaitez participer. Et du coup j'ai oublié de vous parler du café que j'ai choisi. C'est Borderline Coffee Shop. C'est nouveau dans mon quartier. J'y suis déjà allée une fois pour prendre un chocolat chaud et j'adore leur concept parce que c'est queer friendly et ils font des événements assez souvent. Je trouve ça pas mal. Des événements avec des dragues, etc. Et la carte, franchement, elle est hyper originale. Il y a un choix de boissons chaudes vraiment impressionnant avec des associations vraiment très originales. Et puis ils font également quelques pâtisseries et brunch le week-end. Donc j'ai rejoint Emeline. Salut Emeline. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va, merci, et toi ? T'as fait bon voyage ? Oui, j'ai fait un peu de route, 1h30 pour venir rencontrer Caroline. Ouais, c'est trop gentil, merci. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors du coup moi c'est Emeline, je vais bientôt avoir 32 ans. À la base je suis ostéopathe et en ce moment je suis maman au foyer. Ok, super, comme moi du coup. Écoute, on va aller prendre une petite boisson chaude, un petit truc à grignoter peut-être dans ce à l'intérieur. Shop. On va aller. Un latte banane cannelle. Voilà, il était un peu froid depuis. J'ai mis un paquet et le petit chocolat. Bien épais. Ouais. Donc toi t'as pris un banana bread et désolée tu me l'as dit mais j'étais en train de faire autre chose et du coup c'est une infusion Verveine menthe. verveine menthe, ok. Elle est non sucrée. Ouais. Du coup moi j'ai pris le latte banane cannelle et ils ont mis du sucre. Voilà. Donc ouais, après c'est bon hein. Mais j'ai pas l'habitude de boire du café sucré moi. Après c'est peut-être la banane en fait qui fait ce goût-là, je sais pas trop. Et le cookie chocolat. Et habituellement, je demande à la personne, une des premières questions que je pose, c'est pourquoi tu as choisi ce resto, cet endroit. Donc là, effectivement, c'est pas toi qui as choisi parce que je voulais que ça soit à côté de chez moi. J'espère que ça te plaît quand même. Oui, c'est très sympa. Ça me fait sortir de ma campagne. Et la deuxième question, c'est en tant que mangeuse, comment est-ce que tu te définis ? Ouais, alors ça c'est une très bonne question parce qu'en vrai c'est hyper difficile de se mettre dans une entre guillemets catégorie, même si moi j'essaye un peu de sortir des cases et de pas se mettre vraiment dans des catégories. J'ai eu une phase par exemple où j'étais végane, une phase où j'ai été végétarienne et là je suis plus dans une phase où je suis un peu ce qu'on va dire flexitarienne, c'est-à-dire que je mange de tout de temps en temps, de manière raisonnée, donc j'essaie de pas prendre des animaux élevés en batterie, etc. Et puis surtout, j'essaye d'avoir le rapport le plus sain possible à l'alimentation, c'est-à-dire éviter tout ce qui va « Ah non, faut surtout pas manger ça parce que ça, c'est pas bien ». Tout est une question de dose. L'eau, si t'en bois 4 litres, c'est toxique. Donc voilà, il faut rester dans la juste mesure, je pense. La question, c'est pas tellement par rapport à ce que tu mets dans ton assiette, en mode vegan, végé, mais plus comment tu te définis dans ton rapport émotionnel entre guillemets à la nourriture, tu vois. Donc si tu dis t'essayes d'être dans la juste mesure, enfin même si c'est pas un adjectif, mais et du coup t'as toujours été comme ça ou ça a été compliqué? Alors ça a été
très compliqué parce que en fait je m'en suis jamais rendu compte, mais quand j'étais plus jeune j'avais des phases d'anorexie ou c'était pas de la boulimie parce que je me faisais pas vomir, mais c'est-à-dire que j'avais des phases où je m'alimentais pas du tout, comme parce que j'avais des phases où je mangeais énormément notamment de sucre. À l'époque, d'ailleurs, je faisais partie de la team Le sucre est une addiction. Et donc, j'ai eu des phases où je pouvais manger 5-6 tablettes de chocolat en même pas une heure. Parce que ça me prenait et il fallait que j'aille acheter mon chocolat, quoi. Donc ça a été assez difficile. J'avais 20 ans, j'étais en fac de médecine. Et avant ça, t'as pas eu de problème? Ça a commencé à 20 ans ou t'as commencé à avoir des espèces de petites crises, quoi? Alors oui, les espèces de petites crises, ça a commencé quand je suis rentrée en fac de médecine. Après, j'avais jamais eu de crise comme ça avant. Donc je pense que c'était vraiment lié au stress et à la pression que moi je me mettais. Donc c'était clairement un rapport émotionnel à la nourriture. En revanche, après j'ai grandi, t'auras pas de dessert si tu manges pas ton assiette, le dessert est une récompense, etc. J'ai envie de dire que ça c'est un peu classique dans nos âges d'avoir été élevé comme ça. Donc honnêtement, je me rappelle pas trop ce que disaient mes parents à ce niveau-là, parce que je sais pas. Peut-être que je mangeais bien mes assiettes et que du coup, ils me faisaient jamais ce genre de chantage. J'étais pas un enfant difficile à nourrir, donc peut-être c'est pour ça. Mais ouais, mais je pense que c'est un constat qui est partagé par beaucoup de gens qui ont plus de 15 ans, quoi. Après, ça dépend, il y en a encore qui sont élevés comme ça actuellement. Mais... Et du coup, quand tu as commencé ces crises un peu pour réguler ton stress, t'avais pas, avant ça, eu envie de perdre du poids ou de faire un régime? Oui, c'est arrivé comme ça. J'avais pas forcément eu envie de perdre du poids. À cette époque-là, j'étais quelqu'un qui était plutôt bien dans ma peau, en poids normal, etc. Et c'est suite à ces crises et en plus des traitements médicamenteux qui m'ont fait prendre du poids. Et après, oui, je suis rentrée un peu dans je voulais reperdre du poids, etc. Mais du coup, tu avais pris un traitement médicamenteux, si tu veux bien en parler. C'était pour c'est quoi qui t'a fait prendre ce traitement en fait? Alors en fait, je suis SOPK endométriose et à l'époque, j'avais des règles hémorragiques qui duraient 2 à 3 semaines. Donc pendant 2 à 3 semaines, je perdais énormément de sang. J'avais des diarrhées, des douleurs abdominales qui n'étaient pas calmées par les antalgiques, même les opioïdes, etc. Et donc j'ai pris des traitements, c'est des substituts de ménopausants en fait, qui m'ont complètement arrêté mes cycles et qui du coup m'ont donné pas mal d'effets secondaires, notamment la prise de poids, les troubles du sommeil, etc. Et tu l'as vécu comment alors cette prise de poids Et tu penses qu'il y avait un lien entre cette prise de poids et tes crises? Ou c'est deux choses différentes? Je pense que c'était lié parce que ça a été concomitant en fait avec le fait que je commence à me suralimenter avec ces crises. Alors qu'avant, j'avais jamais vraiment pris beaucoup de poids. Peut-être qu'en fait, c'était un traitement qui ouvrait l'appétit, qui donnait faim, et que du coup, plus le stress, tu allais plus vers des choses sucrées, mais tu avais peut-être réellement faim du coup à la base, à cause de ce traitement. C'est possible. Et du coup, ça, au niveau de ton SOPK et ton endométriose, ça a eu un effet positif? Alors oui, moi ça a eu un vrai effet positif parce que du coup, le fait de stopper complet mes règles et de plus du tout avoir de cycle, j'avais vraiment plus aucune douleur et du coup plus de saignement. Donc je suis restée sur ce genre de traitement pendant des années, mine de rien. Je crois que j'ai fait ça pendant 4 ou 5 ans où je prenais des cachets tous les jours voilà, pour ne plus du tout avoir de cycle. Et pour revenir à tes crises, tu penses du coup, tu disais que c'était lié. Et comment tu l'as vécu du coup cette prise de poids et t'as pris beaucoup ou... Alors oui, j'avais pris 10 kilos. Ça a été, on va dire, assez espacé sur le temps. C'est-à-dire que au début, j'ai pris genre 3-4 kilos. Hop, je faisais un peu plus attention. Et puis après, j'ai repris 3-4 kilos. Hop, je refaisais un peu plus attention. Et en fait, ce qui m'a fait percuter un jour, j'étais plus en médecine, j'étais en école d'ostéo. On faisait des vidéos, en fait, de nous en tant que praticiens, tu vois. Et ce jour-là, du coup, j'avais pas de blouse. Et j'avais une bouée clairement au niveau du ventre. Et j'ai vu ma bouée et mes bras, parce que j'étais en débardeur et en leggings.
Et ça m'a fait un choc et je me suis dit genre, waouh, je m'étais pas rendu compte que j'avais autant grossi et que je ressemblais à ça en fait. Tu t'en es pas rendu compte et puis c'est une photo, une vidéo qui a fait un électrochoc. Ouais. Moi aussi, c'est une photo qui m'a fait waouh. Tu sais, c'est la fameuse photo de trop. Ça se trouve, tu l'aurais jamais vu, il serait rien passé dans ta vie. Et du coup, là, t'avais quel âge à peu près 23-24. Ok. Et suite à ça, qu'est-ce que t'as fait? T'as laissé passer ou t'as voulu essayer de perdre? J'ai commencé à perdre à ce moment-là. J'ai repris le sport parce que j'avais complètement arrêté le sport. Quand j'étais ado, j'étais en sport-études. Moi, je faisais du patinage artistique. Donc, j'allais à l'école le matin et je patinais tous les après-midi. Et en fait, quand je suis rentrée au lycée, j'ai arrêté le sport-études. Donc, déjà, j'avais quand même diminué le sport. Et ensuite, quand je suis arrêtée à la fac, alors là, je marchais plus du tout parce que j'avais mon permis. Donc, je me déplaçais qu'en voiture. Et donc, j'ai repris le sport pour changer l'image corporelle que j'avais vue de moi et j'ai commencé effectivement à essayer de manger différemment. Avant, c'était quoi un peu ton hygiène de vie, enfin, entre guillemets, tu mangeais de tout, tu mangeais des légumes, enfin, comment tu t'alimentais, surtout quand on est étudiant en général, c'est pas toujours facile de manger équilibré, on va dire. Clairement, mon régime de base, oui, je mangeais un petit peu de fruits et légumes. Alors, j'ai toujours été une grande fan de fruits, donc c'était facile de manger des fruits. Après, en légumes, généralement, ce que je faisais, je mangeais de la salade ou des haricots verts surgelés. Mais sinon, ouais, c'était mon alimentation de base, c'était pas de cordon bleu, quoi. Qu'est-ce que tu as mis en place quand tu as voulu changer ton mode alimentaire? Du coup, j'ai essayé de manger un peu moins de féculents. J'ai essayé de manger moins de produits transformés parce que les cordons bleus, en plus, quand ils sont tout faits et que tu manges que ça, c'est pas hyper valorisant nutritionnellement. Donc, j'ai essayé de varier, par exemple, avec du poulet, du bœuf, des viandes qui n'étaient pas transformées et d'augmenter, du coup, ma part de fruits et légumes. Pas juste faire pas de cordon bleu et une petite poignée de salade pour te donner un peu bonne conscience. Essayer de varier un peu plus. Donc, quinoa avec de l'avocat, du saumon fumé, voilà, des trucs un petit peu plus variés mais qui me donnaient envie et surtout qui me faisaient dire moi je prends du plaisir à manger autant que j'en prenais avant mais juste différemment en fait. Ouais, donc c'était plutôt assez sain puisque tu recherchais quand même à avoir une alimentation qui te fasse plaisir, tu mangeais pas vraiment ça par contrainte. Et par rapport à tout ce que tu mangeais avant, tu l'as complètement évincé ou tu continuais quand même à manger pas de cordon bleu un petit peu de temps en temps? Alors en fait, ça a été extrêmement compliqué parce que je me suis petit à petit, en fait, moins je mangeais de gluten et moins j'étais malade au niveau des symptômes parce qu'en plus de mon SOPK, de mon endométriose, je fais des cystites chroniques. Donc j'étais suivie aux APHP parce que j'avais des cystites chroniques. Donc j'étais suivie aux APHP parce que j'avais aussi une antibiorésistance, donc je faisais plusieurs pyélonéphrite, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à réduire le gluten, j'ai été de moins en moins malade. Et ouais. Et donc, ce qui fait que là, aujourd'hui, je ne l'ai pas totalement évincé parce que c'est hyper difficile de se contraindre. Donc, une fois de temps en temps, voilà, exactement. Une fois de temps en temps, j'en mange. En revanche, je sais que quand j'en mange, je vais avoir des symptômes. Je vais avoir sujet clairement à avoir des reflux. Je vais avoir des bouffées de chaleur. Enfin, voilà, j'ai pas mal de choses qui sont associées à ça et qui avaient complètement disparu quand j'ai arrêté d'en manger d'ailleurs. Tu m'as pas parlé de gluten quand tu as dit je vais changer ma façon de m'alimenter. Ça a fait partie, du coup, tu as fait un régime sans gluten à partir de ce moment-là. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée d'enlever le gluten en fait? Parce que tu n'avais pas eu de recommandation particulière d'un médecin? Absolument pas. En fait, c'est juste que quand j'ai commencé à varier mon alimentation, donc à manger du quinoa, du riz, autre chose que juste pas de cordon bleu, et c'est là où je me suis rendu compte que quand je mangeais des pâtes, j'avais des symptômes. Voilà. Ouais, c'est par tâtonnement, par expérience que tu as remarqué ça. Et du coup, après, tu as réintroduit un petit peu progressivement, mais tu n'en manges pas tous les jours, par exemple. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as changé de régime alimentaire par rapport à ton poids et à ton image corporelle? Alors du coup, j'ai reperdu tous les kilos que j'avais pris. Vu que je faisais quand même pas mal de sport, j'allais à l'époque à la salle de musculation, donc je faisais que de la musculation. Clairement, j'étais devenue une fit girl avec les abdos dessinés, etc. Donc moi en tout cas, c'est une phase de mon corps que j'adore, notamment avoir le ventre dessiné, les abdos, etc. C'est quelque chose que j'ai adoré.
et que j'ai essayé de maintenir même encore aujourd'hui en postpartum, de travailler pour avoir un corps, on va dire, pas forcément autant dessiné que ce que c'était avant, mais dessiné parce que je trouve ça joli, moi, la musculature visible, y compris chez les femmes. Mais est-ce que tu trouves ça joli, mais aussi en même temps, tu trouves ça moche, entre guillemets, où tu n'arrives pas à vivre avec peut-être l'inconfort d'avoir du ventre, du gras, on va dire. Oui, aussi, clairement. Donc ça part aussi pas que d'un amour, mais aussi d'un dégoût. Parce que si c'est que de l'amour pour le corps dessiné et que le corps, entre guillemets, plus gras et neutre, c'est pas la même chose. Je pense qu'il y a les deux, il y a vraiment l'amour et le dégoût. Et qu'est-ce qui motive le plus ? Est-ce que c'est pas finalement le dégoût de voir ton corps avec du gras plutôt que l'amour de voir ton corps dessiné ? Eh ben, en vrai, c'est une très bonne affirmation parce que, par exemple, quand j'ai été enceinte, j'ai extrêmement mal vécu le fait de prendre du poids. Alors, j'ai pas pris énorme, j'ai fini à 15 kilos en plus. Juste, forcément, je me suis vue grossir. En plus, moi, j'ai été en menace d'accouchement prématuré à 26, c'est ça. Donc, vraiment, c'est-à-dire que chez moi, genre, juste pour me lever, d'aller aux toilettes, j'avais des contractions. Moi qui suis... pas hyper active, mais qui aime être active, qui bouge tout le temps, etc. Bah, par exemple, j'avais du mal à marcher alors que je marche matin et soir, etc. Du coup, oui, à la fin, j'ai fini à plus 15. Et en vrai, ça a été comme à l'époque, c'est-à-dire que les kilos, ils se sont installés petit à petit, mais bon, t'as vu, t'es enceinte, etc. Et en fait, j'ai fait des photos de fin de grossesse. Et quand le photographe me les a révélées, je me suis mise à pleurer. Parce que j'ai vu à quel point j'avais pris du poids et je me suis dit genre... Waouh, c'est violent pour moi. Et vraiment, et ça me fait des frissons encore aujourd'hui quand j'en parle parce que j'ai trouvé ça violent de me voir comme ça. Alors que c'était normal, hein. J'étais une femme enceinte, j'ai pris, on va dire, du poids de manière normale. Tu vois, j'ai pas pris 40 kilos. Mais en tout cas, moi, je l'ai pas bien vécu du tout sur la fin de la grossesse de me voir comme ça. Et encore une fois, oui, l'image corporelle a été très forte chez moi. Et par rapport à cette... Donc t'as reperdu 10 kilos. Tu avais pris 10, t'as reperdu 10. Enceinte ? Non, pas enceinte. Quand t'as fait du sport et qu'est-ce que t'as eu comme conséquence, entre guillemets, que ce soit physique ou psychique, que t'attribues à ça et qui serait potentiellement quelque chose de désagréable, négatif, quoi. Déjà physique et puis après psychique. Oui. Alors, physique, clairement, j'ai perdu tous mes seins. Ah oui. Ah bah oui. Physique, ça. C'est esthétique. Oui, ok. Enfin, physique, je veux dire, un truc esthétique. Ah ouais, non, moi, ça a été tout l'inverse. Le fait d'avoir vraiment changé mon alimentation, ça a changé ma vie de manière positive. Parce que, attends, je sais pas si tu peux en parler, mais comme tu avais déjà des problèmes de cycle menstruel, est-ce que ça a eu un impact aussi sur tes cycles, voire c'est que ça les ait améliorés ou que ça les ait perturbés? Alors justement, effectivement, après quelques mois de ce régime alimentaire, j'ai pris rendez-vous avec le spécialiste qui me suivait sur Paris pour mon traitement d'endométriose et d'SOPK et je lui ai dit j'ai envie de faire une pause, en fait j'en ai marre de prendre des médicaments, là j'ai un peu changé de mode de vie, je refais du sport, etc. J'ai envie de voir ce que ça donne. Et je lui ai dit je suis à un point dans ma vie où je préfère souffrir que de prendre des médicaments tous les jours parce que j'en peux plus, la charge mentale de prendre des médicaments, elle me pèse trop. Et du coup, il m'a dit let's go, je vous fais confiance, on vous suit, on fait un crash test. Donc il m'avait toujours donné, j'avais les médicaments d'avance à la maison, il m'a dit surtout si vous en pouvez plus, vous recommencez librement. Donc j'ai tout arrêté comme ça du jour au lendemain. Et en fait depuis j'ai des cycles de 28 jours, j'ai des règles de 2 à 3 jours et je n'ai plus jamais eu de douleur de règles ni de douleur à l'ovulation. Ah ouais? Mais vraiment, ça a été le jour et la nuit. Du coup, pour tomber enceinte, ça a été facile? Et en fait, du coup, j'ai jamais repris de contraceptifs hormonaux après ça. Donc avec mon mari, on mettait des préservatifs. Et en fait, oui, je suis tombée enceinte du premier coup. On a enlevé le préservatif et le premier cycle, je suis tombée enceinte alors que les médecins pensaient que je devais sans doute avoir recours à une PMA parce que moi, j'avais déjà été opérée en plus 2 fois de l'ovaire droit pour des kystes hémorragiques et que potentiellement ma trompe à droite était morte. Et donc là maintenant tu n'as plus du tout de symptômes entre guillemets désagréables de SOPK ou de endométriose. Pas de douleur. Aucun. Et alors que au niveau alimentaire t'as réintégré des choses quand même. T'es plus aussi drastique qu'à une époque. Non. Et tu fais peut-être moins de sport qu'à une époque.
Alors, moins de sport, oui, parce que c'est, on va dire, aujourd'hui, je fais plus de musculation, je fais que du trail. Donc, je cours 3 fois par semaine, environ, en fonction des semaines, entre 20 et 50 km de course à pied par semaine. Ouais, quand même, en vrai, j'ai réussi à bien reprendre. Après, oui, je suis plus aussi drastique parce que j'essaye de manger du gluten, on va dire, une fois par semaine, parce que, par exemple, le pain, c'est un aliment plaisir pour moi. Et que parfois quand j'en ai trop envie, je me dis ok, allez, c'est bon, j'y vais. Donc je mange un truc. Pareil, ça m'arrive de manger des fast-food, je sais pas, je dirais une fois par mois ou une fois tous les 2 ou 3 mois en fonction de mes envies. Généralement, j'essaye de, quand j'ai vraiment une envie qui dure plus de 24 heures et que c'est pas juste un truc, tu vois, qui est sporadique comme ça, j'essaye de concilier autour de ça et de, entre guillemets, pas craquer, mais de respecter cette envie. Et malgré ça, tes symptômes ne sont pas revenus? Non. Ok. Et par rapport aux crises que tu m'avais décrites au début, comment tu as réussi à les stopper, ces crises, et est-ce qu'elles reviennent de temps en temps? Alors oui, elles reviennent de temps en temps. En fait, c'est un peu compliqué parce que, c'est-à-dire que jusqu'à temps que j'accouche et on va dire les premières semaines postpartum, ça m'arrivait encore d'avoir des crises. Alors pas forcément que sucrées en postpartum, parce que notamment, je crois que j'ai passé plusieurs jours à manger que du saucisson une fois que j'avais accouché. Parce que clairement, la restriction, quand le jour où tu la lèves, en fait, tu as envie de manger que ça. Et puis une fois que tu as mangé que ça, petit à petit, l'envie, elle s'estompe en fait. Et en fait, je suis toujours maman allaitante d'un petit garçon qui a des problèmes de santé, notamment un syndrome d'activation mastocytaire, donc qui entraîne une intolérance à l'histamine. Et donc on a mis du temps à s'en rendre compte parce que au début, il était exclusivement allaité et qu'il était malade en fonction de ce que je mangeais. Sauf que trouver des professionnels de santé qui sont à l'écoute de ce que tu racontes et qui savent dire moi j'ai eu une laborantine, un docteur en laboratoire qui m'a dit mais non, mais vous l'allaitez, ça peut pas être ça, c'est sûr. Et du coup il y a ce truc où je me suis très vite privée parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je mangeais qui passaient pas. Donc je savais que les allergènes entre guillemets majeurs pouvaient passer dans le lait maternel. Donc j'ai arrêté les allergènes majeurs que je consommais, notamment je consommais beaucoup de beurre de cacahuète et d'œufs, et ça n'a pas suffi à le rendre moins malade en fait. Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de choses que je mangeais qui le rendaient malade. Donc toutes mes crises d'hyperphagie tout de suite elles se sont arrêtées parce que je mangeais un Kinder Bueno, c'était mort, il était malade. Je mangeais un yaourt au stracciatella, c'était mort, il était malade. Donc voilà, donc très vite en fait j'ai eu une très 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 grosse restriction. Alors pas contre mon gré parce que j'ai choisi de maintenir mon allaitement. Il a quel âge ton fils pour juste resituer? Maintenant il est plus tout petit. Oui, effectivement. Alors mon fils va avoir 21 mois, donc maintenant il est diversifié, mais je l'allaite toujours. Et du coup, oui, alors les restrictions sont un peu moins importantes parce que maintenant il est suivi à écart, il a une quadrithérapie. Donc on arrive à réintégrer des choses dans son alimentation et dans la mienne surtout. Ouais, c'est surtout ça, dans la mienne. Histamine, tu peux rien manger. Ah clairement, c'est-à-dire que là déjà la menthe ça passe pas, la farine de gluten ça passerait pas, la banane ça passerait pas, y a rien du tout avec l'histamine. Donc ça a été des mois et des mois de privation et en fait c'est là où j'ai commencé à m'intéresser vraiment au TCA, etc. parce que je me suis rendu compte que plus je me privais, plus je faisais des fixations sur des aliments. Je me disais genre non mais ça je peux pas, mais je rêvais de manger ça et de m'engouinfrer. Et donc ça m'arrivait parfois de totalement perdre les pédales et me dire tant pis, il va être malade, mais j'en peux plus, il faut que j'en mange en fait, et donc de me goinfrer d'un aliment. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions sur mon rapport à l'alimentation, parce qu'avant je m'étais jamais posé de questions à proprement parler sur mon rapport à l'alimentation. Oui, je savais que faire des crises d'hyperphagie, etc., c'était pas hyper sain, mais je m'étais pas franchement posé la question par rapport à ça. Mais du coup, tu n'avais pas posé le mot sur tes crises que tu faisais dans ta vingtaine. Pour toi, c'était pas un TCA. Pour toi, c'était des espèces de petites crises. Et c'est suite à... Même quand tu faisais de la muscu et que tu voulais un corps sec, là aussi, tu t'étais pas posé de questions. C'est intéressant parce que je pense que les gens, avant de se poser des questions sur leur rapport à l'alimentation, il faut vraiment qu'ils soient soit dans un grave TCA, soit vraiment qu'il y ait une autre problématique comme toi, où là, c'était pour ton fils, en fait. Mais ce que je trouve fou, c'est que
t'es pas eu le réflexe un peu facile de dire bah j'arrête l'allaitement et je fais du biberon quoi. Pourquoi c'est... Enfin peut-être que tu as pensé que c'est ton fils qui t'a fait comprendre que c'était mort, qu'il voulait téter. Parce que ça je peux comprendre que des fois la mère a envie d'arrêter puis les enfants des fois c'est compliqué. Je sais pas, toi ça a été quoi pour toi? Alors, effectivement, il y a eu des phases où j'ai eu envie d'arrêter, notamment parce que ça a été compliqué. Le principal symptôme chez mon fils, c'était les reflux et les vomissements. Donc j'ai eu clairement un bébé RGO qui avait le hoquet tout le temps, qui avait des reflux internes tout le temps, qui dormait qu'en portage. D'ailleurs, il a dormi qu'à la verticale jour et nuit jusqu'à ses 10 mois. Donc la nuit, je dormais assise. Donc j'ai eu un rapport très compliqué avec mon allaitement. Ensuite, j'ai essayé de tirer mon lait une fois et lui donner le bib ou des contenants alternatifs. C'était mon lait, oui, c'était mon lait pour le coup, mais il voulait pas non plus des contenants alternatifs. Et en fait, c'était pas envisageable pour moi de donner une préparation commerciale. J'arrivais pas à m'y résoudre en fait. C'était pas possible pour moi parce que mon allaitement, j'y tenais beaucoup. Et j'étais très attachée à ça. En fait, j'avais déjà prévu un accouchement à domicile et j'ai pas eu un accouchement à domicile parce que j'ai été transférée. Donc mon fils avait aussi un frein dit postérieur, donc extrêmement décrié dans la littérature scientifique. Et donc j'ai quand même fait le choix de suivre les conseils de l'ORL et de couper. Et clairement, ça, pour le coup, ça a changé mon allaitement parce que en quelques jours, sa langue a arrêté de claquer, il a arrêté de me faire mal, j'ai plus jamais eu besoin de bout de sein, j'ai plus jamais eu de crevasse, etc. Donc j'ai eu cette partie de moi de me dire mince, d'avoir été trop fermée et d'avoir voulu suivre les recommandations officielles. Moi, j'ai passé des mois en fait enfermée à vivre un enfer de douleur. Donc petite conclusion en mode très proche parce que les micros nous ont lâchés. Qu'est-ce que tu as pensé de notre petite discussion, Emeline, du coup? Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que, par exemple, tu m'as souligné effectivement que, entre guillemets, le fait de se voir dans un miroir et de l'image corporelle que j'avais était peut-être plus fort que la motivation d'avoir un corps, en tout cas dessiné, musclé. Et puis du coup, grand merci de m'avoir accueilli pendant ton postpartum. Ouais. Parce que je suis la première. Tu y es encore, hein. Oui. D'après Anna Roy, ça dure 3 ans. Donc, ouais, c'est clair. Ça dure même c'est vrai. toute la vie. Oui, c'est vrai. En fait, t'es plus jamais la même personne. Donc, je suis d'accord. Une nouvelle personne quand on est maman, clairement. Et puis du coup, petite conclusion, moi du coup, j'allaite toujours. Ça m'a fait énormément ces derniers mois. Et du coup, le fait de devenir maman, ça m'a fait énormément travailler sur mon rapport à l'alimentation et sur les troubles du comportement alimentaire et essayer de me rendre compte que je voulais une alimentation, en tout cas un rapport à l'alimentation le plus sain possible pour moi et ensuite pour montrer l'exemple à mon fils pour qu'il connaisse pas ça, de ce truc de boulimie, d'anorexie, de restriction, de ça c'est mauvais, ça je dois me priver parce que c'est pas bon, voilà. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu disais, l'image corporelle, moi je pense que quand tu pars dans un TCA, c'est toujours dans un profond dégoût de toi-même et ton image corporelle du coup. Donc plutôt qu'un amour du corps musclé, c'est un dégoût du corps. De ton corps à toi que tu juges trop inadéquat par rapport à ce que tu t'imagines. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir participé et puis merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner. À une prochaine vidéo. Bye bye. Au revoir.